Otep, Ndjamboamo, ça vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs. J'espère que vous allez bien et vous êtes tous heureux et heureuses de me suivre à nouveau pour cette podcast channel. Alors aujourd'hui, nous allons donc entamer la suite de nos séances de lecture sur le livre de Runoko Rashidi, African Star Over Asia, The Black Presence in the East by Runoko Rashidi, published by Book of Africa since 2009, 15, 6, 17 until 21. This book is really important because I want you to understand in which situation we are. I will recommend you to like and share, and for those who do not subscribe yet, to subscribe to this channel. Donc, cette séance de lecture sera très spéciale, particulière, parce que on va entamer plusieurs types de notions ici qui vont faire comprendre effectivement la situation qui s'est passée en Inde, du moins dans ce qu'on appelle l'Inde, parce que même ce nom est un problème, et qui vont vous faire comprendre comment le mélanoderme a fini par être éjecté de son propre territoire. Bon, même s'il y a toujours des mélanodermes sur place en Inde, ils n'ont plus la même, appartenance, les mêmes droits qu'ils avaient dans le passé. Ils ne dirigent plus rien, ils ne servent qu'à rien, à pas être noirs, j'ai envie de dire, pour certains. Donc, j'ai envie de dire que ça va être une séance particulière. Avant de commencer, je vous demanderai donc de liker, de partager la chaîne. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et pour ceux qui savent pas s'ils doivent s'abonner ou pas, à vous de savoir si vous voulez pas vous y abonner. Donc, la dernière fois que nous avons entamé cette séance de lecture, je n'avais pas fait la biographie de Runoko Rashidi. Et je me suis un peu en voulu de ne pas le faire. Donc, je vais d'abord entamer par la biographie de Runoko Rashidi. On va revenir sur les notions de la séance précédente pour entamer cette suite. Et je vais vous demander d'être très attentif parce que ça va être quelque chose de très instructif. Il y aura beaucoup de termes, beaucoup de notions à retenir, beaucoup de choses à aller chercher. J'ai envie de dire que vous allez avoir beaucoup de trucs dans la tête. Peut-être que vous n'avez pas tout retenu aujourd'hui, je ne sais pas, mais faites de votre mieux. Donc, nous allons commencer la séance et allons-y. Donc, je répète, n'hésitez pas à liker, à partager la podcast channel. Donc, nous allons d'abord commencer par qui était donc Runoko Rashidi, pourquoi a-t-il écrit ce livre, qui était-il et pourquoi a-t-il écrit ce livre, pourquoi a-t-il perdu son temps à le faire, parce qu'on peut se poser la question du pourquoi. Donc, pour commencer, Runoko Rashidi était donc ce qu'on appelle un anthropologue historien qui s'intéressait beaucoup à la présence du mélanoderme dans la globalité. De son véritable nom, il s'appelle Ronnie Ross et plus tard, c'était Ronald Lamar et je pense que c'était une période où il se disait qu'il était musulman, tous ces trucs après avoir vu Malcolm X, mais voilà, bon, je ne suis pas contre Malcolm X, c'était juste pour dire qu'il faut dire qu'il a une certaine influence par rapport à la musulmanie, même si plus tard lui-même a laissé tomber cette histoire. Il est né le 16 août 1954 et il est étrangement parti parce que les coïncidences n'existent pas. Le 2 août 2021, ça fait déjà 4 ans qu'il n'est plus sur la planète Terre. C'est un historien qu'on appelle afrocentrique, c'est un essayiste, un auteur, quelqu'un qui faisait dans les publications et il se basait à Los Angeles, Californie, après à Paris, en France. Donc c'est un anthropologue et historien qui s'intéresse principalement à ce qu'il appelle la présence africaine dans la planète Terre, donc mondiale. C'est-à-dire aux Africains hors d'Afrique, avant et après l'esclavage. Parce que pour beaucoup de mélanodermes piégés dans le monde du translucide pensent tous qu'ils sont nés où ils ont été découverts, comme les Amériques qui n'ont pas été découverts d'ailleurs, parce qu'il y avait déjà des habitants, par la graine translucidiciale. Donc, c'est faux. Vous avez existé avant eux et vous avez subi un grand déluge mental, psychologique, physiologique qui a fait en sorte que on est dans la situation où nous sommes actuellement. Voilà. Donc, il est l'auteur ou l'éditeur de 22 livres dont les plus récents sont My Global Journeys in Search of the Africa Presence, Assata Garvey and Me,
A Global African Journey for Children en 2017, The Black Image in Antiquity en 2019. Ces autres ouvrages comprennent Black Star, The African Presence in Early Europe, published by Book of Africa en novembre 2011, et African Star over Asia, the book I have. The Black Presence in the East, published by Book of Africa, the same publisher, 2020 until 2021. Ces autres ouvrages comprennent African Presence in Early Asia, coédité par le Dr Ivan van Sertima, dont on fera bientôt les lectures. 4 des ouvrages de Runoko ont été publiés en français. En tant que voyageur et chercheur, Dr Runoko a visité 124 pays. Et on ne peut pas dire qu'il ne connaît rien, qu'il ne sait pas grand-chose. Mais il faut vraiment voyager, les gars. Si vous ne voyagez pas, vous ne pouvez pas savoir. C'est-à-dire, vous pouvez même quitter un peu votre ville, aller dans une autre ville de Kamakachupa, aller à gauche, à droite pour avoir amassé des connaissances et ne pas rester sur des présupposés, des préjugés ou encore dormir dans ce cercle infernal dans lequel la translucidité nous a mis. C'est-à-dire le concept de haine qu'ils ont créé en nous, le tribalisme. Il faut voyager, il faut connaître, il faut échanger entre mélanodermes pour avoir plus de connaissances, pour être plus éclairé, plus égayé. Nos ancêtres aussi voyageaient, donc il ne faut pas être en mode voilà, il faut voyager, il faut que vous découvrez des choses, il faut que vous apprenez à parler à d'autres mélanodermes, d'autres peuples. Il faut qu'on apprenne à se comprendre. Il faut que chaque mélanoderme se connaisse entre mélanodermes de différents pays, de différentes régions, de différentes places de la Terre. Voilà. Je ne vous demande pas d'aller connaître les autres peuples, les ADN de la Terre. Ils n'en ont rien à battre de vous et de nous. Et franchement, c'est même mieux comme ça que chacun se mette de ses affaires. Runoko a travaillé avec et sous la direction de certains des universitaires les plus éminents du dernier demi-siècle, notamment Ivan Foer Sertima, John Henry Clark, Asa G. Iliad, Edward Scorby, John G. Jackson, Jan Carew, Joseph Ben Jochanan. En 1987, en octobre, Rashidi a inauguré la première conférence pan-indienne des écrivains Dalit à Hyderabad, en Inde. Vous allez comprendre pourquoi il est parti en Inde. En 1999, il a été l'orateur principal de la Réunion internationale de la famille africaine en Amérique latine et à Barlovento, au Venezuela. Vous allez se comprendre pourquoi il est parti en Amérique latine, parce que beaucoup ne comprennent pas trop ce type de voyage, mais vous allez comprendre. En 2005, Rashidi a reçu un doctorat honorifique, son premier du séminaire théologique Amen-Ra de Los Angeles. En 2010, il a été le premier orateur principal de la première conférence mondiale sur les nationalités noires mélanodermes à Osogbo, au Nigeria. En 2010 de décembre, il a été président et premier orateur du forum de la diaspora à la conférence FESMAN à Dakar, au Sénégal. Vous voyez, il a vraiment voyagé. Vous n'avez pas dit que c'est quelqu'un qui était là, qui racontait ces choses là-bas au State, là-bas, comme ces gens noirs perdus au State. Quand vous voulez découvrir qui vous êtes, vous allez affronter votre propre réalité. Vous allez chasser la peur pour aller à la rencontre des autres mélanodermes de la Terre. Donc, si possible, même hors de la Terre. Voilà. En 2018, il a été nommé ambassadeur itinérant auprès de l'Universal Negro Improvement Association and African Community League, RC 2020. In the same year, il a été nommé au Conseil de conservation et d'enseignement du Pan-African Heritage Museum. Il effectue également des recherches majeures sur la présence africaine dans les musées du monde. En tant que chef de groupe, il a amené des groupes en Inde, en Australie, au Fidji, en Turquie, en Jordanie, au Brésil, en Égypte, au Ghana, au Togo, au Bénin, en France, en Belgique, en Angleterre, en Côte d'Ivoire, en Namibie, en Éthiopie, au Kenya, au Mexique, Guatemala, Brésil, Pérou, Cuba, Luxembourg, Allemagne, Cameroun, aux Pays-Bas, en Espagne, au Maroc, au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau, au Vietnam, au Cambodge, en Thaïlande et au Myanmar, même s'il y a du mal à toujours prononcer ce nom. La mission principale de Runoko Rashidi dans la vie est l'élévation du peuple mélanoderme, ceux qui sont chez eux et ceux qui sont à l'étranger. Voilà, c'est pour ça qu'il a fait ses voyages, parce qu'il était à la quête de qui est le mélanoderme partout où il se trouve, partout sur la planète Terre, et c'était possible hors de la planète Terre.
Après, il nous a quittés, donc au même mois de sa naissance, en 2021, en Égypte, où il a été très malade. Effectivement, vous savez, quand vous êtes un bon chercheur et quelqu'un qui travaille bien, vous savez, vous avez toujours des critiques très étranges. Les translucides le traitaient de pseudo-historien parce que pour les translucides, ils racontaient des pseudo-histoires concernant la présence de mélanodermes dans l'ancienne Égypte. Parce que vous savez très bien qu'il y a ce narratif que Karim Otunde nous avait précisé que le translucide, il veut préserver le mythe qu'il est puissant et exceptionnel. Alors, il veut conserver cette fausse histoire qu'ils ont été ceux qui ont bâti les pyramides, effectivement, malheureusement. Et avec Elon Musk qui a dit que c'était maintenant les extraterrestres. Gris, je précise bien gris parce qu'il faut que vous voyez bien. D'autres disent que c'est les reptiliens, voilà, comprenez le game. Ils l'ont traité de pseudo-historien et de voilà, quelqu'un qui raconte des histoires, mais ce sont des translucides. Voilà un peu pour la brève biographie de Runoko Rashidi. Ça n'a pas été facile de trouver sa biographie, d'avoir une petite idée de son histoire, de ce qui est, voilà. Parce que déjà, sur Wikipédia, on vous raconte qu'il est un faux historien, vous voyez tous ces trucs. Et donc, du coup, il faut trouver dans d'autres pages internet et voir un peu des vidéos pour savoir un peu ce qu'il a fait. De toutes les manières, je vous ai cité les différents livres qu'il a pu réaliser, écrire de son vivant. Il suffit juste d'aller les acheter. Pour ceux qui ne peuvent pas les acheter, bon, je ferai quelques séances de lecture, mais je vous ai dit que je ne les lirai pas en entier. Je vais faire des efforts pour vous lire des grandes parties de ces livres. On va revenir sur la lecture, mais avant, on va d'abord repasser sur ce qui s'est passé précédemment. Donc, ce qui s'est passé précédemment, c'est qu'on avait essayé de parler de l'Inde, comment est-ce que l'Inde a été conquis, du moins ce qu'on appelle l'Inde, a été conquis par les Aryavatas. Je vous avais expliqué brièvement ce que c'est que les Aryavatas, qui sont en fait cette espèce indo-européenne, le peuple issu des étoiles, des contes, voilà. Je vous avais aussi parlé de François Bernier. François Bernier qui a créé le concept français européen du terme race, le mot race qui l'a vu et établi par son voyage dans les territoires asiatiques orientaux en observant le système de caste chez les peuples orientaux qu'il a fini par trouver la légitimité qui lui a permis de pouvoir établir ce système dans les territoires européens, voilà, donc en Asie de l'Ouest. C'est-à-dire que la négrophobie existait déjà en Europe, on va dire l'Asie de l'Ouest, mais certains n'avaient pas encore très bien formulé, n'avaient pas encore les bonnes terminologies pour pouvoir finalement mettre sur pied le concept et mettre sur pied ce système qui allait le permettre de pouvoir mieux établir leur supériorité, donc cette faiblesse, cette dégénérescence. Et c'est en allant voir le frère de l'Orient, donc dans la manière dont les Aryas ont réussi à détruire les mélanodermes et à créer ce système de haut et de bas, c'est là que effectivement il a vu en observant cette manière de diriger la société, comme il aime dire, le ciel est tombé sur lui, lui a donné la grâce pour qu'il puisse plus tard l'utiliser et enfin établir cela en Europe. Donc François Bernier, pour le rappel, donc il est né le 25 septembre 1620 et il est mort le 22 septembre 1688 à Paris. C'est un voyageur, un médecin, paraît-il, un philosophe épicurien et phérien. Il a eu à faire de nombreux voyages. De base, il était voué à une profession religieuse, c'est-à-dire qu'il devait suivre la voie que ses parents lui avaient ordonné de suivre, c'est-à-dire le fait d'être un prêtre, mais il voulait plutôt être un philosophe, quelqu'un soi-disant qui parle de la vie et du monde, et bref, vous connaissez les histoires des philosophes. Grâce à des amis et à des connaissances, il a pu donc entamer de nombreux voyages, d'abord en Europe, et après ces voyages en Europe, il voulait aller un peu plus loin. Donc en 1656, il alla en Orient. Il passa d'abord par la Palestine, donc ce qu'on appelle la Palestine. Il séjourna plus d'un an en Égypte, du moins c'est parce que pour lui, vous allez comprendre, pour lui ce que l'Orient veut dire. Donc, puis il passa en Égypte, où il fut malade de la peste et ça ne nous concernait pas. Après, il a pénétré dans le territoire éthiopien, c'est-à-dire l'Abyssinie à cette époque. Et après, il allait dans l'intérieur de l'Afrique, donc ce qu'ils appellent l'Afrique subsaharienne.
Ensuite, il est passé par la mer Rouge. Il a décidé d'aller à Surat, sur la côte de l'Inde et les confins de l'Empire mongol. D'où effectivement son livre sur le voyage de Bernier, docteur médecin, voilà, l'Empire mongol, etc. Donc, son voyage dans les territoires mongols, mongoliens, ou bref, asiatiques, orientales, type mongoloïde, ont été pour lui l'avènement, le paracheminement, l'épopée finale de la grandeur de ses pensées. Son voyage en Mongolie a été très particulier parce que ça lui a permis donc d'élaborer la théorie que je vous ai dit. Et donc ça revient à quelque chose qui m'est arrivé durant des congés. J'étais allée à l'exposition de Genghis Khan. Là-bas, j'ai découvert des choses très incroyables que je parlerai et dont j'expliquerai lorsqu'on reviendra plus précisément sur ces notions de négrophobie et notamment la négrophobie asiatique mongoloïde. Vous allez comprendre techniquement ce que les Mongols, les mongoloïdes ont fait au mélanoderme et pourquoi plein de panafricains ne savent pas ce qu'ils disent lorsqu'ils parlent du fait que les peuples dits chinois, tout ça, machin, n'ont jamais colonisé l'Afrique, qui n'ont jamais fait du mal au peuple mélanoderme et qu'on a des liens communs. La manière dont le mélanoderme a petit à petit disparu des territoires asiatiques m'ont permis et m'ont vraiment aidé à comprendre comment est-ce que le mongoloïde s'y est pris. Il s'y est pris d'une telle manière qu'aujourd'hui, il est difficile d'avoir des preuves ou d'expliquer clairement à mélanoderme à quel point ces peuples-là sont très néfastes, sournois, dangereux, cyniques. Donc, ça va pas être très simple, notamment s'il y a des panafricains, parce que c'est eux particulièrement, et des noirs universalistes qui écoutent cette chaîne et qui veulent croire au fait que tout le monde est gentil et que c'est juste une histoire d'un problème psychologique ou qui sont ignorants, comme beaucoup de mélanodermes aiment bien le croire. Donc, en 1684, Bernier publie la première tentative théorique de diviser ce qu'ils appellent l'humanité, mais aucune humanité n'a été divisée. J'ai envie de dire, c'est eux les humains dont personne n'est divisé. Voilà. Donc, on va plutôt dire la tentative de classification des ADN qui se trouvent depuis un bail sur la Terre. Donc, notamment en fonction de ce qu'ils appellent la couleur de peau, mais que je dirais la génétique. Je vous ai bien dit que être mélanoderme, la mélanine n'est pas une couleur de peau, mais je vous ai bien dit que la mélanine, c'est une molécule, un élément essentiel, code spécial, unique, qui est spécial au mélanoderme. Et le translucide a effectivement sa particularité translucidiciale. Il publie sans nom d'auteur dans le journal des savants un article intitulé « Nouvelle division de la Terre par les différentes espèces ou ce qu'il appelle vulgairement race, dont l'animalité d'hommes qui habitent, envoyé par un fameux voyageur à Monsieur l'abbé de la 3 points suspension, à peu près en termes ». Donc en fait, il n'a pas mis cet article sous son nom, il n'a pas voulu, être référencé parce que effectivement ça va être un choc qu'un tel monsieur puisse le faire. Donc du coup il a fait cet article sans mettre son nom. Vous allez me dire mais comment au final vous avez su que c'était? Donc lui c'est parce que effectivement ses proches comme d'habitude finissent toujours par dévoiler ce que leurs parents ou leurs amis faisaient, surtout les amis proches. Notamment des mondes scientifiques. Il considère la couleur, du moins ce qu'il appelle la couleur, il considère ce qu'il appelle la génétique comme un attribut physique immuable, à la différence de Boulainvilliers, dont on reviendra plus tard, qui assimile ce qu'ils appellent les races dans les ADN de la Terre aux familles ou de Buffon. Bon, famille, vous savez, ça veut dire esclave, etc., mais on reviendra plus tard, qui les attribue donc au climat. Donc, pour Bernier, il distingue 4 types de races dans la conception animalière. La première comprend les habitants dits d'Europe, ensuite d'Afrique du Nord, ensuite d'Égypte et d'Inde. C'est là que vous voyez très bien la mouvance et la tendance. On me dit, mais c'est quoi le lien avec la science de l'Inde? Parce que c'est grâce à son voyage en Inde qu'il a fait cette conception. S'il n'était pas allé en Inde et en territoire mongoloïde, dont asiatique, yeux bridés, il n'allait jamais pouvoir
établir ce phénomène. Effectivement, comme c'est dans la conception européenne, il met d'abord le translucide europeanus en haut, après donc les enfants intergénétiques par la suite. Donc, il part de l'Afrique du Nord, et vous voyez, il part de l'Afrique du Nord, et après, il sépare, donc il sépare déjà l'Afrique. Il divise déjà l'Afrique, il met l'Afrique du Nord, après il sépare, il met l'Égypte, après il met les peuples de l'Inde, et dans l'Inde, il faut savoir ce que c'est que les peuples de l'Inde, parce qu'en Inde, il y a plusieurs types d'ADN. Donc, c'était déjà pas clair dans sa tête. Après, la deuxième, il s'agit donc des habitants d'Afrique. La troisième, les habitants de Chine. Après, de Tartarie. Donc, ça revient un peu à ce qu'il y avait un abonné qui m'a dit de parler de Tartarie. Donc, le Tartaria Magna, qui est le nom donné par les Européens entre le Moyen-Âge et le XXe siècle à la partie de l'Asie centrale septentrionale qui s'étend de la mer Caspienne et de l'Oural à l'océan Pacifique et peuplée par les Tartares. Donc, les Tartares ou les Finnois, vous vous rappelez de ma séance sur Calergie où je parlais effectivement des peuples de l'Est européen. Mais on y reviendra effectivement. Donc, pour revenir d'abord, donc il parlait des Tartaries et de l'Asie centrale. Et la quatrième, les Samis. Donc, les Samis, où sont les peuples autochtones d'une zone qui couvre le nord de Suède, le Norvège, le Finlande, voilà, etc. Il hésite sur la classification des Américains et des Quaxwan dans les Quaxians. Vous savez, ce peuple qui est en Afrique du Sud et que les translucides disent que les Quaxians ne sont pas mélanodermes mais que ce sont des translucides ou que ce sont un mélange de peuples mongoloïdes et mélanodermes. Donc, tout pour continuer la division du mélanoderme. Donc, il faut faire très attention. Bernier a ainsi été le premier à élargir le concept de l'animalité, donc ce qu'ils appellent la race, ou donc de l'humanité, qui est donc l'animalité, tout entier, et même s'il n'était pas clairement une hiérarchie ouverte entre les dites ADN de la Terre, qu'il a distingué des qualités qu'il attribue à chacune, ont pour conséquence de placer les Européens loin devant les autres, qui compare à de vilains animaux. Donc, l'animal in process, le translucide. Bernier, dans sa négrophobie profonde, parce que pour finalement écrire dans un article qu'il y a une telle supériorité à une autre, c'est parce que, bon, de un, vous savez, c'est le 15e siècle, même si c'est au milieu du 15e siècle, on est presque à la fin. De un, la lâcheté du translucide fait de un qu'il ne met pas ça à son propre nom, c'est-à-dire il ne titre pas son article pour dire que c'est moi qui écris, donc il y a une peur, il y a une lâcheté. Darwin n'a pas eu peur à partir du 18e, 19e siècle d'écrire qu'il a fait son livre, mais Bernier avait peur alors qu'il sait très bien que là-bas, dans les territoires mongoloïdes, il n'y a pas de problème. Donc, effectivement, c'est un lâche parce qu'il n'a pas voulu titrer son travail. Il s'est caché et il n'a pas voulu montrer que c'est comme ça qu'il est. Bernier, en mettant le translucide de type Europeanus en haut, lui-même avait dit que les autres espèces hors le translucide Europeanus étaient donc des vilains animaux. Pourquoi ajoute-t-il animal? Comme on dit souvent, c'est celui qui dit qui est. Donc, il reconnaît que l'humanité, ce concept-là, renvoie donc à une classification animalière et donc il rappelle que le mot et la terminologie race renvoient donc à l'animalité. Et c'est pour ça que le terme animal, pour ma part, je le vois plus comme une espèce de mot négatif. Je m'interroge et c'est pour ça que je vous ai longtemps dit que je doute que je vais continuer à appeler les autres espèces, les oiseaux, tout ça, les animaux. Parce qu'au final, on se rend compte qu'il y a bel et bien un vrai animal et c'est donc celui qui a créé le concept et c'est le translucide. Donc, il a qualifié les autres espèces de vilains animaux, vous voyez très bien ce que ça veut dire. Et donc, c'est plutôt l'un des pères fondateurs de ce qu'on appelle vulgairement dans la composition globale le racisme qui en fait, le racisme c'est en fait une idéologie d'animalité. Lui-même a dit les vilains animaux dont la composition, la race renvoie pas aux différents types d'êtres vivants qu'ils appellent humains, donc qui renvoient encore à l'animal,
Mais en fait, la race renvoie à la composition et à la stratification des différentes espèces animalières de la Terre. Donc, c'est l'animalité. On est dans la sauvagerie. C'est pour ça que le monde translucide est un monde qui est sans cesse relié à la sauvagerie, à la bestialité, parce que là, nous parlons à des êtres qui ne vivent que dans un sens bestial. C'est des mots, je fais répéter le même mot, j'essaie de changer de vocabulaire, mais c'est pour dire que c'est comme ça qu'est le monde. C'est un monde lié à ce type de phénomène. Voilà pour François Bernier, sa mort ne nous concerne pas et ne nous intéresse techniquement pas. Donc, on peut dire que son voyage en Asie a été spectaculaire. De toutes les manières, c'est pour ça qu'il ne faut pas être étonné lorsque vous allez en Asie. Je vois beaucoup de mélanodermes qui sont choqués de la négrophobie qu'il y a en Asie. Désolé, l'Asie, notamment orientale, parce que l'Europe, c'est l'Asie de l'Ouest, c'est la branche, c'est-à-dire c'est là où il y a la racine négrophobiale pure. La racine négrophobiale pure, unique et réelle. Donc, c'est ceci qui nous amène à rappeler un peu les différents passages de la dernière fois. Donc, on parlait de the Aryans in India. On parlait de the white tribes that invade ancient Pakistan and India and disrupt black civilization. They are known as Aryans. The Aryans were not necessarily superior warriors to the black, but they were aggressive, developed sophisticated military technologies, and glorified military rituals. Donc, ils n'étaient pas forts, comme j'avais rappelé la dernière fois, mais en fait, ils avaient juste la technologie nécessaire, ce qui explique mieux le terme civilisé. Civilisé ne renvoie pas au fait qu'ils aient de bonnes manières ou méthodes, c'est le fait qu'ils avaient recours à une technologie qui était supérieure à la technologie que l'on pouvait avoir. La technologie du translucide était plus militarienne, guerrière. Autre type de technologie, ils ne l'avaient pas. Ils avaient une technologie de l'armement très poussée, comme ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui les a permis donc de faire disparaître le mélanoderme. Je rappelle bien que c'est quelque chose qui est arrivé depuis qu'ils sont sur la Terre il y a 4000 ans. Et donc, c'est une espèce qui est donc apparue sur la Terre très récemment et qui avait déjà à son sein donc une technologie extrêmement puissante de la mort. Donc, pour rappeler encore où on était la dernière fois, donc, after hundreds of years of intense martial conflict between the Dravidians and the Aryans succeeded and subjugated most of northern India. By above 8000 BC, these nomadic Aryan tribes had conquered Pakistan and all of northern India, naming the newly won territories after themselves Aryavata or the Aryan land. Throughout the vanquished territories, and rigid caste segmented social order was established with the masses of conquered black, the Shudra, essentially reduced to slave, to whites, translucent, and imposed upon for services in any capacity required by the Aryan conquerors. The vicious New World Order was called broadly racist or negrophobe, with the translucent on top, the mixed race in the middle, and the overwhelming majority of black people on the very bottom, and imposed upon for service in any capacity required to the higher caste. In fact, the Sanskrit term Varna, denoting one's social status, and used interchangeably with caste, literally means color or complexion and reflect prevalent racial stratification and hierarchies. Donc, animalité. That's where we stopped the last time. Donc, nous allons continuer avec la nouvelle lecture. Donc, les castes. Caste in India is the foundation of the region known as Hinduism. Caste law in India, based originally on race and ethnicity, regulates all aspects of life, including marriage, death, education, place of residence, and occupation. Les castes en Inde est à la base de la religion qu'on appelle l'hindouisme. Les castes, les lois en Inde sont basées originellement sur le principe de l'animalité, donc de la race, et de l'ethnicité, donc toujours ce concept qu'on voit la race, de l'animalité.
et qui régule tous les aspects de la vie, qui inclut le mariage, les régimes alimentaires, l'éducation, la place de résidence et l'occupation. Sinon, on revient à la définition simpliciste de l'hindouisme, parce que je parle de ça parce que beaucoup de panafricains, je suis obligée de le dire, et de mélanodermes dits conscients aiment toujours faire ce lien étrange entre l'Afrique et l'Inde et dit qu'on a le même point commun. Vous allez comprendre que non seulement l'hindouisme n'a pas été créé par le mélanoderme, bien que les concepts de cette religion qui n'est pas une spiritualité, c'est une religion, parce qu'elle repose sur des dogmes qui ont été rédigés il y a environ 3000 ans, donc il y a 3 millénaires. Donc 3 millénaires qui stipulent donc effectivement l'arrivée de l'Aryabhata. Si c'était des preuves qui remontaient un peu plus lointain, j'allais en être persuadée qu'il y avait juste du mélanodème qui était piqué. Mais au fur et à mesure de mes recherches, je me suis donc bel et bien rendu compte que l'hindouisme est donc une fabrication. Déjà que c'est un isme, c'est une fabrication pure et simple de l'Aryabhata pour mettre sur place la stratification négrophobiale dans laquelle nous vivons. Et que beaucoup de mélanodermes continuent à croire qu'effectivement, je ne sais pas ce qu'on continue à croire effectivement. Donc, dans l'hindouisme est ce qu'on appelle littéralement une religion dite ancienne, parce qu'elle remonte à genre 3 millénaires environ. Il paraît qu'elle n'a ni fondateur, ni dogme, ni institution, ce qui est techniquement faux, puisque elle vient sur un principe, celui du fondateur Brahman. Et donc, on ne peut pas dire que s'il y a un fondateur Brahman, qui est donc l'être dit suprême en Inde, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas de, comment dire, elle n'a pas de fondateur. Donc, l'hindouisme vient du principe dharma. Pour vous expliquer ce principe qui va être assez long, nous avons le terme dharma qui est en fait un concept clé qui ne peut être traduisible ou qui ne peut être explicable d'après la profondeur de la religion hindouique. Ça a été référé plus ou moins à environ de 1500 à 500 avant l'ère imaginaire. Et après, on a le terme donc, qui vient se dériver des shastras, qui est quelque chose qui est lié au savoir. L'hindouisme tient grâce au précepte de Veda. Et donc, le terme Veda signifie le savoir. C'est un concept qui est l'âge. Et donc, il est lié effectivement à ce monde religieux, au texte religieux, originaire, soi-disant, de l'ancienne Inde. Puisqu'effectivement, lorsque les envahisseurs Aryas sont venus, ils se sont inspirés des textes originaires de l'Inde, donc du moins de ce qu'on appelle l'Inde, je mets entre guillemets, et donc qui sont des textes de mélanodermes qu'ils ont réinterprétés à leur source, un peu comme la Bible, voilà, et qu'ils ont traficoté et ils ont refait quelque chose qui était plus lié à leur histoire, plus lié à leur peuple, plus lié à leur origine, à leur mythologie. On peut plus techniquement dire que on va retrouver des traces, voilà, claires, mais effectivement, lorsqu'on revoit le principe, pas de Bouddha, pas de Brahman, donc le Dieu suprême, et avec cette histoire de Trinité, effectivement, on voit qu'il y a des phénomènes comme ça qu'ils ont piqué. C'est-à-dire, quand je parle de Trinité, Père, la Mère, l'Enfant, etc., qu'ils ont piqué effectivement la spiritualité mélanodermique. Vous voyez, avec Héros, Aseta et Usare. Donc, c'est des phénomènes comme ça qu'ils ont repris à leur source. Pour continuer, donc, ça provient de cette signification des Védas. Et donc, les Védas sanskrit, pour appeler très bien le terme et la vision du sanskrit, le sanskrit, c'est une terminologie qui est issue du monde indo-arien, donc les Indo-Européens. C'est une langue indo-européenne qui a commencé à imploser, à exploser au sud de l'Asie et qui a des prédécesseurs qui viennent depuis l'âge du bronze. C'est pour ça que tout ce qui est lié au monde asiatique qui s'est établi à l'Inde est très récent. Et on vous rappelle bien que c'est à partir de l'âge du bronze que le translucide est venu, qu'il est venu 6000 ans après la dernière glaciation, ce qui devrait poser beaucoup de questions à beaucoup de mélanodermes qui se disent savants, conscients et qui parlent de ces histoires d'humanité. Vous ne pouvez pas être un peuple qui vient 6000 ans après la glaciation, surtout qu'il y a eu plusieurs époques, plusieurs types de glaciations. Normalement, vous aurez dû être là depuis longtemps, mais vous n'étiez pas là depuis longtemps.
Donc, ça devait déjà faire questionner plein de mélanodermes qui ont refusé, qui ne veulent donc pas se questionner. Et donc, effectivement, les Sanskrits tirent aussi leur histoire de l'Iran. De toute manière, ce qu'on appelle indo-européen, quand on voit un Iranien, les Iraniens ressemblent aux Européens, et ainsi de suite. C'est des gens qui se ressemblent. C'est la même famille translucide avec juste des phénotypes différents, variés, etc. Parce que les gens pensent que tous les peuples qui se trouvent dans la partie orientale des pays qui font transition à la partie mongoloïde, ils pensent tous qu'en fait, c'est des espèces de sémites. Souvent, ils ne sont même pas limite sémites. Une grande partie de ces peuples, Iran, Pakistan, Ouzbékistan, etc., sont proprement dit des translucides. Voilà. Et je sais pourquoi je vous dis aussi que les mongoloïdes sont des translucides. Et c'est pour ça que j'ai fait toujours la différence, mais je dis translucide européen, c'est translucide mongoloïde. Je sais pourquoi je le dis lorsqu'on viendra et qu'on parlera de ce qui s'est passé dans les territoires qu'on appelle actuels Turquie, Chine, bref, Mongolie et compagnie. L'hindouisme repose donc sur ce principe de Brahman. Brahman qui est donc soi-disant cet être suprême, etc. Et qui donc est expliqué dans les Sanskrits que je vous ai dit plus haut, ou que je vous ai déjà expliqué la dernière fois. Donc on va revenir au texte, sinon on n'aura pas le temps, il faudrait quand même que j'atteigne 1 heure, parce qu'après 1 heure je vais arrêter la séance. Je voulais vous lire l'ensemble du livre, du moins du passage, mais ça va être compliqué. Donc, on comprend que l'hindouisme est donc cette religion de l'Inde qui fait partie du principe de vie des peuples asiatiques qui ont effectivement dominé les peuples mélanodermiques qui ont été sauvagement exterminés et dont nombreux se sont enfuis pour vivre dans l'arrière-pays. This is not to deny that there were certain elements of the ancient black aristocracy that managed to gain prominence in the dominant white society structure. Ce n'est pas pour nier le fait qu'il y avait certains éléments de l'ancienne aristocratie mélanodermique qui essaient de gérer pour gagner des prominences dans la société structurale translucidiciale qui avait pris le pouvoir en Inde. The masses of conquered blacks, however, were regarded by the white or translucent as untruth itself. La masse, du moins les masses de mélanodermes qui ont été conquis, étaient considérées par les translucides comme un mensonge en soi. C'est-à-dire, the translucent claim that they have emerged from the mouth of God. The blacks, on the other hand, were said to have emerged from the feet of God. This was the ugly reality for the melanate mass in the conquered India. Les translucides acclamaient et disaient que ils venaient de la bouche du Créateur, donc de leur Dieu. Là, je vais dire Dieu. Et que les mélanodermes, il était dit qu'ils venaient des pieds du Dieu translucide. C'était la plus laide réalité pour le mélanoderme, pour les masses de mélanodermes qui ont été conquis. Je m'explique, il faut comprendre. Les translucides ne pouvaient pas accepter que, bon, déjà, je vous ai dit que la guerre qui s'est passée dans les terres mélanodermiques avant d'être conquis par les translucides qui règnent actuellement en Inde, qui ne sont pas les amis des mélanodermes, et c'est pour ça que je répète toujours qu'ils ne sont pas nos amis. Donc, ils n'acceptaient pas qu'ils ont eu quand même du mal. Parce qu'il faut comprendre que cette guerre des Aryas a quand même duré très longtemps. C'est pas une guerre qui a duré 1 semaine. C'est une guerre qui a duré, on va dire, plusieurs années, peut-être même plus d'1 siècle. Parce que pour conquérir ce territoire, ça a vraiment mis beaucoup de siècles. Voilà. Il faut comprendre que c'est un peuple qui venait souvent faire la guerre. Mais effectivement, depuis qu'ils sont arrivés il y a 3000 ans, et qui ont eu du mal à évincer, à détruire, à affaiblir le territoire et les peuples. Il faut comprendre que ça a mis plusieurs excursions pour venir finalement démolir ce peuple. Donc, c'était pas si simple. Donc,
Pour éviter le fait de se dire qu'ils se sont quand même battus avec des guerriers, bon, on va aller sur l'aspect mythologique. Et le problème de l'aspect mythologique, c'est que la religion, c'est une mythologie. Cette mythologie date environ de 2000 avant l'illusion et souvent 1500 avant l'illusion. Mais le problème, c'est que les invasions se sont véritablement mieux acheminées 800 ans avant l'illusion. C'est un peu étrange et c'est assez problématique. Donc, pour revenir à la partie que je lisais, pourquoi est-ce que le translucide dit que lui, il vient de la bouche du Créateur? Là, on est dans les fondamentaux et on est dans l'origine propre de l'hindouisme, qui est la négrophobie pure. Et qui est même l'une des raisons, parce que je vous ai dit que le translucide est venu sur la Terre pour envahir et détruire le peuple mélanoderme, s'accaparer des richesses de la Terre, et après, lorsqu'il aura détruit la Terre en creusant et en épuisant les richesses, il ira faire ça ailleurs, ainsi de suite. Ils trouveront la technologie nécessaire pour partir. On rappelle bien le contexte que le mélanoderme a été battu. Il a été battu et donc il n'a plus autorité sur sa propre terre, sur son propre territoire, comme ce qui se passe actuellement à Kamakachepa et dans les autres territoires tels qu'en Océanie, tels que dans les Amériques. Bon, dans ce qu'on appelle l'Europe, tous les mélanodermes sont à mort. Donc voilà. En Asie, les mélanodermes ont été vaincus, battus. Et donc pour que les gens puissent, comment dire, pour donner une explication et comme on a gagné la guerre, il faut aller sur un concept puissant, c'est-à-dire religieux. Créer quelque chose des étoiles, quelque chose d'imaginaire, un imaginaire pour comprendre pourquoi on est arrivé à notre perte. Pourquoi eux, ils ont réussi à gagner. Il faut créer une histoire, il faut créer ce game. Et donc c'est là où on arrive à ce texte de l'Inde. Le texte de l'Inde qui s'appelle les Manuskriti. Voilà, Manuskriti. Excusez, je suis pas hindou, voilà, donc je suis pas indo-européenne, je peux pas prononcer, voilà. Donc, les Manuskriti, ce sont des textes imaginaires de domination négrophobiale parce que je me rappelle de certains panafricains. Ce n'est pas pour dire que leur travail n'est pas bon, mais le travail n'est pas assez fouillé. La religion ne vient pas de ex nihilo. La religion n'est pas quelque chose qui est lié à une puissance créatrice. La religion est quelque chose qui a été créé par ce qu'on appelle les humains. C'est eux qui ont créé ça. Quand je parle des humains, je parle des translucides. C'est eux qui ont créé ça. C'est pour ça que le Dieu expliqué dans les textes des translucides, dont les Aryas, a un comportement qui rappelle l'Arya, parce qu'il s'agit de quelque chose, d'un être, d'un égrégore qui a été créé en fonction de leur culture et en fonction de la vision de ces gens. Et la culture n'a pas été créée ex nihilo, je rappelle bien, elle est créée par des ADN, par des gens. Donc même la religion n'est pas quelque chose qui a été utilisé pour détruire le mélanoderme. La religion n'est que l'extension, elle est la volonté du translucide. Ce n'est pas quelque chose qui a été pollué, ça n'a rien de spirituel, c'est un dogme. Donc ça dit, étant déjà un dogme, la religion est déjà de base translucidiciale, donc négrophobiale. C'est ça que je veux dire par là. La religion de l'Inde est une religion naturellement négrophobiale. Elle a été spécifiquement et naturellement créée pour mettre en valeur l'Arya et effectivement mettre au plus bas de l'échelle le mélanoderme. Si cette religion n'était pas soi-disant négrophobiale, on n'aurait jamais expliqué que le translucide vient de la bouche du Créateur et que le mélanoderme vient des pieds du Créateur. Le pied, pourquoi? Parce que le pied touche le sol. Et le sol est considéré en Inde comme, notamment la spiritualité, comme quelque chose d'impur. C'est-à-dire que c'est l'impureté. Ça renvoie à la terre, la poussière, donc la saleté. Les êtres des étoiles, comme ils aiment bien le dire, ne touchent pas le sol. Ils ne touchent pas le sol. Mais maintenant, il y a un problème dans leur histoire. C'est qu'ils disent qu'ils viennent de la bouche du Créateur, donc ils ne touchent pas le sol. Et que nous, on vient des pieds du Créateur, dont le Créateur touche le sol. Quand je parle du
terme Dieu, c'est quelque chose qui est très transsubstantiel parce que le créateur n'est pas Dieu, c'est le créateur. Et donc, là, on est dans quelque chose qui est très, très, très révélateur du fait qu'on parle de quelque chose qui est lié à une culture, à une représentation, qui est lié à un peuple. C'est ça que je veux dire. C'est vrai que ça a un peu... j'espère que c'est pas très complexe. J'essaie de faire de mon mieux pour que vous compreniez ce que j'essaie de dire. Donc, je vais vous lire brièvement un passage du manuscrit, du manuscrit, mais ça sera rapide, mais juste pour rappeler que du moins c'est une des lois qui a été créée, qui vient des Rigveda ou des Rigveda, qui a été créée dans les environs de 1500 à 1000 ans avant l'ère de l'imagination. Il est aussi connu d'un autre terme qui s'appelle Manava Dhamma Shastra. Donc, je vous expliquer ce que c'est que les Dhamma Shastra, donc, ou la loi de Manu, qui est l'un des textes légaux de la Constitution des Dhamma Shastra, donc des différents Dhamma Shastra, parce qu'il en existe plusieurs, pour appeler donc la vision du Manava Dhamma Shastra. C'est des anciennes versions de textes qui ont été subdivisées en 12 chapitres qui sont appelés Adhyayas. Et dans les textes originaux, on n'a aucune clarté de cela. Et il faut savoir que les Manus, je vais appeler ça les Manus, sont des textes dont on ne sait pas leur véritable authenticité. On ne sait pas si clairement ils ont existé, on ne sait pas si c'est une imagination. Bref, de toutes les manières, même si on ne sait pas si c'est une imagination, déjà l'ensemble du concept de l'hindouisme est déjà en soi une imagination, est déjà en soi quelque chose qui émane de la volonté d'un peuple et de son rêve et de ses idéologies, et effectivement de la provenance de leur vrai père d'origine, pour établir une nouvelle version, une nouvelle ère, un nouvel ordre sociétal, parce que ils sont venus dans une période où ils ont gagné quelque chose. Donc, c'est leur ère, c'est leur épopée. Or, comme on dit souvent, c'est leur âge d'or. Et donc, du coup, quand vous arrivez à votre âge d'or, vous créez votre histoire, vous créez votre grandeur, vous créez quelque chose pour qu'on se rappelle de vous. Donc, l'hindouisme et tous ces préceptes qui ont été savamment élaborés pour établir cette hiérarchie, cette animalité des habitants, des vrais habitants de l'univers connu, comme dit Nelly Fuller. Le Manu se divise en 4 préceptes, 4 éléments ou chapitres, dont la création de l'univers, que je vous expliquerai, la source de Dharma, donc du concept de la connaissance, le Dharma des 4 classes sociales, vous connaissez les 4, les lois du karma, la renaissance et la libération finale. Donc, dans les textes des Manava Dhamma Shastra ou Manu Mistri, compliqué toujours pour moi de lire, il est dit ceci en ce qui concerne donc le Shudra, la classe des vaincus. Le terme Shudra apparaît d'abord dans les visions des Rigveda ou des Rigveda. Il a été mentionné dans la fondation de la théorie de l'histoire mythique, donc de la création, excusez la prononciation du Puru Sasuktam, donc qui décrit la formation donc des 4 Varnas, que j'ai déjà expliqué le terme Varna, qui proviennent du corps de l'homme primordial du monde translucide arien. Donc dans le texte, il est dit, it states that the Brahmin emerged from his mouth, the Kshatriya from his arms, the Vaishya from his thigh, donc l'entrejambe, and the Shudra from his feet, according to the historian Hamsharan Sharma. Le but de ce verset est pour montrer que les Sudras sont, ils disent, de la même lignée des Varnas que les autres, mais aussi pour montrer sa place dans la société. Donc, c'est pour rappeler que, je rappelle le fait que le Brahman sort de la bouche du Créateur et on dit que la parole s'est faite par la volonté de ce qu'ils appellent Dieu. Donc, ça veut dire qu'ils viennent de la volonté, donc de la voix du Créateur, le Brahman. Donc, c'est pour ça qu'il sort de la bouche, la pureté des mots. Comme Nelly Fuller disait, les mots définissent le monde. The word designs the world. Donc, pareil avec les Brahmanes qui disent qu'ils sortent de la bouche du Créateur, du moins du Dieu, donc du Dieu de l'Inde,
de l'Inde envahie, il veut dire par là que ce sont des êtres qui viennent du souffle réel du Créateur. Le souffle divin, ça vous rappelle pas quelque chose? Je pense que ça vous rappelle quelque chose. Et donc, les Castria, une autre branche des translucides, proviennent du bras, dont le service militaire, la force, l'énergie, parce que tout est dans les muscles, tout est dans les bras. Les Vachia, qui proviennent de l'entrejambe, pour savoir le lien avec l'entrejambe, j'ai un peu du mal à avoir la connotation. Et le Shudra, qui sont les classes vaincues, les perdants du game, les pieds qui touchent le sol, dont l'impureté. La terre est considérée comme quelque chose d'impur, pollué, sale, qui salit les pieds. Les pieds sont souvent sales parce qu'ils touchent la terre. Et donc, le mélanoderme, il a la couleur de la terre. C'est pour envoyer au fait que vous êtes mélanoderme. Donc, c'est assez révélateur que ce sont des prétextes, ce sont des concepts divins, je vous rappelle. Hein. On est dans quelque chose de divin, hein, vous voyez, c'est ça. Quand on vous dit que la négrophobie, c'est quelque chose qui est au-delà c'est-à-dire, il n'y a pas plus bas que cette chose. Les gens ne comprennent pas pourquoi en Inde, les gens détestent les mélanodermes. Je suis désolée. De un, c'est les translucides qui règnent en Inde, donc du coup, il a instauré la règle des puissants là-bas. Si les mélanodermes, parce que ça fait déjà combien de siècles? Ça fait peut-être presque un millénaire qu'ils ont été battus. Donc, ça veut dire que eux là-bas, leur esprit, leur cerveau, ils ont accepté leur sort. Lorsqu'on voit les mélanodermes de l'Inde, la manière dont ils parlent, c'est vraiment des gens vaincus. Au fond, c'est un peuple qui a été dominé, qui est dominé, qui est vaincu, qui sont perdus, comme Runoko Rashidi dit, c'est des peuples vaincus, des peuples dominés, des peuples qui ont perdu. Et vous le voyez dans leur manière, la manière avec laquelle ils vivent, la manière avec laquelle ils se décrivent, la manière avec laquelle ils sont complexés, eux-mêmes sont devenus auto-négrophobes. Je le dis parce que il faut pas que je parle en ayant pitié. Les Noirs de l'Inde sont des auto-négrophobes. Et l'auto-négrophobie qui vit là-bas et ce qu'ils osent eux-mêmes faire subir à d'autres personnes très mélaninées et même aux Africains, c'est terrible. Il y a même des Noirs d'Afrique, des mélanodermes de Kamakachupa, qui sont même plus clairs que les Noirs de l'Inde, mais les Noirs de l'Inde sont toujours dans l'autonégrophobie. Donc, pour vous dire que ces gens ont intériorisé, ils ont accepté le sort, ils ont absorbé, c'est-à-dire ils ont absorbé les énergies sétiennes. Et il y a beaucoup de mélanodermes qu'on ne sauvera pas parce que voilà. Runoko Rashidi allait là-bas, certes, il a peut-être pu se faire des amis, mais il faut être honnête que la situation psychologique, mentale, psychique de ses habitants est hautement ensorcelée. Hautement ensorcelée, et ça fait plus longtemps que chez nous à Kamakachupa. C'est-à-dire que ça dure depuis pas mal de temps. Et qui ont accepté ce rythme de vie, ce mode de vie en fait. Et quand l'Inde vient et il parle aux mélanodermes aux Nations Unies, que je vois des chaînes kamites qui disent que les hindous vont nous aider et machin, j'ai envie de dire, vous êtes complètement naïfs, débiles, vous ne comprenez pas le piège de ce peuple. Les hindous sont des gens, mais vous ne pouvez pas comprendre le forto-négrophobial et la sournoiserie des peuples asiatiques. Ils savent ce qu'ils font aux gens qui vous ressemblent là-bas. C'est pas pour rien qu'il y a des sentinelles qui vivent éloignés de ce mode de vie, de ce monde-là. Ils sont éloignés de ces peuples asiatiques et de ces mélanodermes qui se sont intégrés, les mélanodermes de l'Inde qui sont intégrés à cette société. Bon, quand il dit intégrés, ils vivent toujours bas de l'échelle. Hein. Bon, en tout cas, ça les regarde. Maintenant, puisque c'est quelque chose qu'ils ont fini par aimer absorber, il faut pas que le mélanoderme de Kamakachupa ou qu'ailleurs croit que le translucide qui dirige l'Inde, du moins ce qu'ils appellent Bharat, sont là pour eux.
Ils ne sont pas là pour vous. L'Aria suit son chemin des étoiles. Il suit son chemin des étoiles. Il suit l'ordre pour lequel il a été assigné. Si vous ne voulez pas suivre l'ordre pour lequel vous avez été assigné, arrêtez de vous mettre dans le combat de conscientisation. Soyez juste un mélanoderme normal, c'est-à-dire un aliéné tout court qui vit comme ça, comme s'il ne connaît rien, etc. Que de vous mettre dans quelque chose qui vous dépasse et où vous cherchez des amitiés, vous essayez, je ne sais pas quoi. Eux, ils ne sont pas là pour l'amitié. Ils connaissent leur but. Ils vont dans leur but. Bernier essayait de trouver quelque chose. Il allait en Inde. Il a vu ses frais de vibration génétique. C'est différent. Son observation de la société, l'hierarchisation, la négrophobie mise sur place a été pour lui comme une lumière qui traverse l'âme qui n'a pas. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Il y a beaucoup de termes, je ne suis pas sûre que vous-même vous allez comprendre. À la suite de ce que je disais tout à l'heure, the highest caste was the Brahmin, donc the Aryan elite, and identified with the color white though, so translucent because they are not color at all, it's just the DNA. Translucent, followed by Castria, the military and administrative sector identified with the color red. So, the Vasya, merchants and farmers identify with the color, the DNA yellow, like they talk about Mongoloid. Because yes, they are Mongoloid in India, if you don't know. The Vasya, and of course the Shudra, themselves identify with melanate, so black. Donc, on a les hautes castes qui sont appelées les brahmines, parce qu'il faut faire attention, il y a Brahman, c'est l'être suprême. Brahmines, ce sont les enfants héritiers du Brahman. Effectivement, il faut faire très attention. Lorsqu'on parle de ça, c'est pas souvent très clair. Il faut pas mélanger les choses, même si on comprend très bien que dans la signification de Brahmin, ça renvoie à Brahman, être suprême, donc qui est éclatant, étincelant et compagnie. Donc, qui veut dire Arya, etc. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que Hitler n'a pas été très intelligent, n'a pas cherché loin de toutes les manières, indo-européen, Arya, bref, tout ça. C'est juste pour dire que, en fait, tellement il ne connaît pas l'étendue de la translucidité qu'il a fait du n'importe quoi. Bon, en tout cas, il est con. Beneath heaven, the Shudra were the outcasts or untouchables, composed of the unfortunate offspring of Brahmin and Shudra. Unions and long-established black population in India, which had retreated into the hinterland to escape the Aryan advance by ultimately coming under the Aryan sphere of influence. Donc, au-dessous des Shudras, parce qu'on pense que les Shudras, c'est la phase terminale du cancer. Non, il y a encore plus bas. Donc, les plus bas sont les hors castes ou les intouchables. Il s'agit donc, malheureusement, des enfants intergénétiques parallèles issus du mélange des viols. Je vous expliquerai ça plus tard dans les séances qui viendront. Des brahmines, dont les enfants qui viennent du souffle divin, donc de la bouche. Et donc, des Shudras, les enfants de la terre, dont la saleté. Donc, on se pose bien la question, oui, vous posez la question, comment est-ce possible? Bon, on vous renvoie à leur frère européanus avec l'esclavage, ce qu'il faisait aux femmes mélanodermes et aux hommes mélanodermes. Vous voyez très bien que c'est la même pratique, j'ai envie de dire. Et les mongoloïdes aussi, c'est la même pratique. Mais vous allez comprendre plus tard. Donc, du coup, je ne vais pas vous expliquer les choses que vous savez déjà. Donc, enfants issus des viols compagnie, dont ces enfants sont hors caste. Il y a également d'autres populations mélanodermes qui se sont effectivement retirées à l'arrière-pays pour échapper aux avancées ariennes, mais qui finalement tomba sous la sphère d'influence arienne. Donc ils sont tombés dans l'illusion du monde arien. C'est ça que je vous explique que quand vous allez en Inde, pour ceux qui ne veulent pas accepter la réalité de l'Inde, plein de mélanodermes, leur cerveau, c'est terminé. C'est terminé. Je ne le dis pas par défaitisme, je le dis parce que c'est une vérité. Je vous dis parce que je connais des hindous mélanodermes et je peux vous dire
que leur cerveau, franchement, c'est des Ariens maintenant. C'est comme les mélanodermes de Kamakachupa. C'est la même chose, c'est comme les mélanodermes de l'Océanie, des Amériques, ou les mélanodermes qui sont en territoire mongoloïde. Voilà, c'est terminé. Il y en a, le cerveau, il va falloir que juste la mort les prenne pour que malheureusement un nouveau cycle vienne parce que c'est terrible. On vous dit que le transsuicide a hypnotisé le mélanoderme d'une manière sauvage. C'est sauvage. C'est brutal. C'est brutal et rien ne peut réparer ça. Rien. Ils vous disent que vous n'avez pas subi l'esclavage, etc. C'est la technique de salopard. Mais, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont laissé au mélanoderme, c'est que le traumatisme fait que l'esprit de plein de mélanodermes est maintenant bouleversé, chamboulé, désordonné, désorienté, fini, à mort. Franchement, c'est quelque chose que, je vous le dis, le transsuicide ne peut pas réparer la merde qu'il a fait. Il ne peut pas. C'est au-delà de sa possibilité parce que le but pour lequel il a été créé est le désordre et la destruction. Il ne sait pas faire autre chose que ça. C'est pour ça que l'ONU ne sait à rien. L'ONU a été créée pour le désordre. Beaucoup d'institutions transsuicides ont été créées pour le désordre. L'Amnesty International, tous ces trucs ont été créés pour le désordre. Ça n'a pas été créé pour un ordre particulier. Même lorsque le transsuicide devient dans les combats de mélanodermes en mode je suis devenu aussi panafricain, etc., ou kamite, etc., eh bien, il crée la cisanie, il crée la discorde. Il crée la discorde parce que son origine est dans la discorde. Oui, je suis désolée, vous avez dit que c'est terrible ce que j'ai dit, mais c'est pas terrible, c'est la vérité. Et on va terminer sur ce dernier paragraphe. For the maintenance of the new order and detailed religious and legal code was implemented which regulates even the most minute aspects of the daily life. In respect to the Shudra and outcasts, the code was quite simple, draconian, with few, if any, ambiguities above it. Because of the critical nature of this subject, the study of early race or animality and cultural relationship in South Asia, several illustrative passages from the law of Manu, Manu being mythical Indian sage or lawgiver and supposedly descendant of Brahman, are offered for critical examination. Pour le maintien du nouvel ordre, parce que c'est un nouvel ordre, je vous l'ai déjà dit, un code religieux et juridique détaillé fut mis en place qui réglementait même les aspects les plus infimes de la vie quotidienne. En ce qui concerne les Shudras et les exclus, les hors-castes, le code était tout simplement draconien, avec un peu ou pas d'ambiguïté à son sujet. En raison du caractère critique de ce sujet, l'étude des premières relations, ils disent raciales, mais vous savez, animalières et culturelles en Asie du Sud-Est, plusieurs passages illustratifs de la loi de Manu, Manu étant un sage législateur indien mythique et soi-disant descendant brahman, offre un examen critique de points, je vous l'expliquerai plus tard. Donc, ce sont des lois, des textes qui expliquent techniquement le rôle et ce que chaque caste doit effectivement établir et faire. Vous avez dit que le peuple oriental mongoloïde vit dans les castes et il faut accepter, c'est leur mode de vie. Donc, plein de mélanodermes qui partent en Asie et se plaignent, en Asie orientale, et se plaignent que on a dit qu'ils sont blaqués, sombres, etc. Vous, quand vous partez dans les territoires, vous refusez d'étudier l'histoire de ces gens, vous refusez de connaître leur vision, leur idéologie, leur mode, leur dogme de vie qui est dans leur génétique et qui est dans leur code génétique qui était fait de telle sorte qu'on les a créés de la sorte, effectivement, dans la vision des animaux, en process, en réplica, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi, lorsque vous y allez, on vous regarde mal, lorsqu'on vous touche, les gens rient, ils vous encerclent comme si vous étiez au zoo, et vous riez comme Papé Sang qui dit on est pareil, regardez, etc. Il ne comprend pas, il ne se pose pas la question pourquoi ces gens viennent autour de lui, pourquoi ces gens le prennent comme ça, pourquoi ainsi de suite. Parce que, en fait, pour ces gens, nous sommes, comme avait dit Barnier, des vilains animaux. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis que tant qu'on est dans la vision du translucide, donc dans son illusion, on entre dans la bestialité, l'animalité. Or, ce n'est pas ça que le Créateur crée de nous. On n'est pas des
animaux, on n'est pas des êtres bestiaux, on est des êtres divins, on est des êtres qui doivent continuer la pureté, la vision de la divinité. On ne doit pas rester là à pleurer, on ne peut pas pleurer de ne pas intégrer une société de bestialité, de barbarie. Et quand je vois des mélanodermes qui pleurent le fait que le translucide ne leur a pas permis d'entrer dans leur univers, donc dans le monde de la barbaricité, de l'animalité, je me demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que vous ne prenez pas le temps de regarder, vous ne voulez pas lire, vous ne voulez pas prendre le temps, vous ne voulez pas savoir, vous désintéressez de votre propre histoire. Vous dites, oh là-bas c'est terrible, c'est tout. Mais pourquoi c'est terrible? Parce qu'il y a toute une institution créée par l'Animal in Process dans le but de mettre sur pied le nouvel ordre. La chute du peuple mélanoderme de l'Inde était la fin du monde du peuple mélanoderme de l'Inde, du moins de ce qu'on appelle l'Inde, parce que c'est peut-être pas son véritable nom. C'est même pas Bara, parce qu'au final, dans mes recherches, je me rends compte que même Bara, c'est pas le vrai nom de l'Inde, c'est le nom aussi qui fait partie de la vision ariatique de l'Inde. Donc, on reviendra effectivement sur la suite. On explorera maintenant d'abord, avant avec le concept de l'humanité, etc., pour continuer la suite des séances où on va expliquer le précepte de Manu et on va aussi vous montrer des paradoxes du monde de l'Inde, effectivement, avec une certaine déité de l'Inde. Voilà. Donc, je vous remercie et je vous invite à liker, à partager la podcast channel. J'espère que vous avez beaucoup appris. Le début était long avec Runoko Rashidi, mais ça en valait la peine. Donc, merci à vous tous et à très bientôt. Bibala.